Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu une délégation de haut niveau de l'association d'amitié Japon-Djibouti. Également dans l'actualité, la célébration de la journée mondiale des droits de l'homme a été célébrée. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, l'Assemblée générale de l'ONU réclame un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. C'était les titres. Place au développement. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin au Palais de la République une importante délégation de l'association d'amitié Japon-Djibouti, Japon-Djibouti, conduite par M. Tatsuro Yano, président de l'association japonaise pour le développement économique de l'Afrique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales historiques entre la République de Djibouti et le Japon. Les voies et moyens de renforcer davantage les liens de partenariat. Les discussions entre le chef de l'État et les responsables de l'association d'amitié Djibouti-Japon ont porté sur divers sujets d'intérêt commun, notamment le développement économique, les investissements japonais, la coopération dans le domaine de la sécurité maritime ainsi que les échanges culturels, le renforcement des capacités incluant des domaines tels que le commerce, les infrastructures, la culture, l'éducation et l'innovation technologique. Au cours de l'entretien, M. Yano a réitéré sa détermination à œuvrer en faveur du renforcement des liens économiques et commerciaux entre le Japon et Djibouti. Le président a également salué les efforts constants de l'association à promouvoir les intérêts mutuels des deux pays. Et à l'issue de cette rencontre, le président de l'association de développement de l'économie africaine s'est exprimé. Voici ses propos. 橋の現場も見てまいりました。それから学校の現場も。で、今日は責任と一緒になって。Nous avons le plaisir de rencontrer le président de la République et nous avons discuté de plusieurs projets réalisés par l'ADP japonais. Par exemple, nous avons discuté du projet de fourniture de pétroliers et ferryboat. Et également, nous avons, lors de cette visite, nous avons vu le site de construction du pont de Palemarais et nous avons également visité à l'école de Nitobe construite par l'ADP japonais. Et en plus, ce matin, nous avons assisté à la cérémonie de lancement d'un projet qui est réalisé en collaboration le gouvernement du Japon et réalisé par la Banque mondiale. Toujours à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État, le président de l'association de développement de l'économie africaine s'est également exprimé. Il y a à peu près un an, l'association d'amitié Djibouti-Japon a été créée, entre autres grâce au soutien de M. Yano, les deux ambassadeurs. Et depuis un an, nous avons déjà réalisé beaucoup d'activités pour renforcer le partenariat entre le Japon et le Djibouti. Alors, cette visite, donc la délégation de l'association d'amitié, ça s'inscrit dans ce contexte-là pour renforcer davantage le partenariat. Vous savez que nous avons eu déjà beaucoup de liens, beaucoup de projets, beaucoup de coopération entre ces deux pays, mais c'est surtout par le biais de ODA, APD. L'association a comme membres beaucoup d'entreprises japonaises de construction, de consultation, de sécurité, qui sont très intéressées par le Djibouti. L'ambassadeur du Japon à Djibouti n'a pas manqué de s'exprimer au micro de la RTD. Voici un extrait de son intervention. J'ai accueilli avec une grande joie la forte délégation de l'association d'amitié nippo-djiboutienne à Djibouti. Alors que les relations bilatérales entre les deux gouvernements
sont solides. Avec la visite de cette association cette fois-ci, ça va contribuer à renforcer davantage nos relations d'amitié et de fraternité entre nos deux peuples. Comme ambassadeur, j'essayerai de tout faire pour suivre, pour que la visite soit une réussite totale et pour que nous ayons des résultats tangibles. Quant à l'ambassadeur de Djibouti au Japon, n'a pas manqué de rappeler l'importance du rôle joué par l'association d'amitié Japon-Djibouti. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer de hauts responsables gouvernementaux et de l'administration djiboutienne avec lesquels le Japon travaille à travers les projets de développement financés par la JICA. Donc, c'était une visite de rencontre, de visite de terrain de 4-5 jours et qui a été consacrée par la rencontre avec son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc, la délégation est contente. Nous avons été motivés à améliorer les relations d'une manière générale et de continuer à travailler dans la promotion de l'amitié entre les deux peuples et les deux gouvernements. Je vous l'annonçais dans les titres, la journée mondiale des droits de l'homme a été célébrée aujourd'hui au Palais du Peuple sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, placé sous le thème cette année « Nos droits, notre avenir ». Maintenant, cette commémoration a été organisée par la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, présidée par M. Ali Souben Ateye en collaboration avec le ministère de la Justice. L'événement a réuni des membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants du système des Nations Unies, des acteurs de la société civile. La diversité des participants reflète l'engagement collectif pour la promotion et la défense des droits humains. Cet événement marque également une étape significative dans la mobilisation nationale et internationale pour garantir que le droit humain soit au cœur des priorités. Et toujours concernant cette journée dédiée à la célébration du droit de l'homme, suivant cette fois les interventions des représentants de l'Union européenne suivies de celles du système des Nations Unies. Je souhaite commencer mon allocution par réaffirmer le profond attachement de l'Union européenne à un système international basé sur la Charte des Nations Unies, sur le droit international et sur un ordre laissé par les traités internationaux. Nous le faisons toujours, mais ce n'est jamais de trop, et surtout que Djibouti est l'un des partenaires et l'un des acteurs régionaux et globaux qui fait activement la promotion de ces valeurs internationales et du droit international universel, et il convient de commencer par cela. Ceci étant dit, en particulier à l'occasion de cette journée, la Journée internationale des droits de l'homme, nous réaffirmons également l'engagement inébranlable en faveur du respect, de la protection
et de l'application universelle des droits humains pour toutes et tous, partout. Aujourd'hui, nous célébrons les 76 ans de la Déclaration universelle des droits humains. Je vais attirer votre attention sur le mot universel. Ça s'appelle la Déclaration universelle des droits humains. Et effectivement, universel, ça veut dire que ce sont les droits humains pour tous nous, pour tous. Pour tous, ça veut dire pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Ça veut dire que tout le monde, tous nous, on a le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à une vie digne, avoir un emploi, avoir le temps pour se reposer. C'est des droits que tout le monde, n'importe quelle région du monde, doit avoir. N'importe si on habite en ville, on habite dans un village, si nous sommes des sédentaires, si nous sommes des nomades, des hommes, des femmes, des filles, c'est le droit universel pour tous, pour les pauvres et pour les riches, pour tous. Comme le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, a dit il y a quelques jours, maintenant les droits humains sont, il a dit en anglais, under attack. Je crois que les bonnes traductions en français, ils sont mis à mal. On regarde partout les conflits montent. La population civile aujourd'hui à Gaza, à Soudan, à Ukraine, sont très loin de voir leurs droits humains respectés. Les plus basiques, même les droits à la vie, ne sont pas respectés. Et vraiment, c'est un moment... C'est un moment de combattre encore plus pour avoir ces droits humains, comme je dis, le mot universel par tous, aussi pour les populations civiles dans des pays en conflit. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, à l'occasion de cette journée de célébration des droits de l'homme, n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cette journée. Voici un extrait de son intervention. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la Journée internationale des droits de l'homme, placée cette année sous le thème « Nos droits, notre avenir, maintenant ». C'est une occasion essentielle qui nous rappelle les valeurs fondamentales d'égalité, de justice et de dignité humaine. Ces valeurs universellement reconnues sont au cœur de nos engagements nationaux et de notre vision pour un avenir meilleur. Djibouti, notre nation est profondément ancrée dans une culture de tolérance et de respect. Cela veut dire pour cela que la paix doit régner dans le pays. Notre histoire nous enseigne que la diversité est une richesse et que la protection des droits de chaque citoyen est non seulement une obligation, mais aussi une condition essentielle pour bâtir une société prospère et harmonieuse. Nous avons accompli des progrès significatifs dans la promotion des droits humains. Nous travaillons et continuons à travailler sans relâche pour protéger les personnes les plus vulnérables avec la volonté de ne laisser personne de côté. Des réformes institutionnelles ont été entreprises pour promouvoir les droits des personnes handicapées, réduites à la pauvreté, l'améliorer l'accès aux services publics, lutter contre les violences faites aux femmes, que nous avons vu tout à l'heure ici, illustré par un sketch, et qui reflète effectivement le désir de notre population de voir définitivement régler cette mesure qui est inhumaine.
Également dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, en tant que candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, a mené une série de rencontres stratégiques à Addis Abeba, marquant une étape décisive de sa campagne. Eh bien, dans les locaux de l'ambassade, le ministre a tenu une réunion importante avec les principaux partenaires de l'Union africaine, dont les représentants des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Turquie, de la Chine, de l'Inde, du Japon, de la Corée du Sud, de la Russie, de la Suisse, du Canada, du Brésil, de la Banque mondiale, des Nations unies ainsi que des membres observateurs tels que la France, le Portugal, le Luxembourg, la Ligue arabe, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Norvège, la Pologne et le Danemark. Le candidat a été accompagné de personnalités éminentes, dont Abdi Ebe, notre ambassadeur, ainsi que de Madame Fathia Jama'uddin, conseillère du président de la République. Toujours en ce qui concerne cette campagne de notre ministre des Affaires étrangères dans un esprit de dialogue et de compréhension, le ministre candidat a également rencontré les ambassadeurs des pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Soudan, actuellement suspendu de l'Union africaine. Lors de cette réunion, Mahmoud Ali Youssouf a privilégié une approche d'écoute tout en explorant des solutions juridiques pour réintégrer ces pays dans l'organisation panafricaine dans le respect des règles établies. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a également eu une rencontre avec les principaux partenaires de l'Union africaine, dont le ministre Mahmoud Ali Youssouf leur a exposé le rôle attendu de la Commission de l'Union africaine dans le cadre stratégique de cette région, dont notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, donc candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, a mené ces séries de rencontres à Addis Abeba, marquant cette étape décisive de sa campagne. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons ce journal avec cette déclaration d'Ankara, de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et de la République fédérale de Somalie, félicitée par la République de Turquie à travers son président Recep Tayyip Erdogan, qui a accueilli M. Hassan Sheikh Mahmoud, président de la République fédérale de Somalie, et de M. Abiy Ahmed, premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie,
pays hier 11 décembre à Ankara. La réunion qui s'est tenue dans une atmosphère cordiale a permis une discussion franche, constructive des dirigeants de la Somalie, de l'Éthiopie qui ont réaffirmé leur respect et leur engagement envers la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégralité territoriale de l'autre, ainsi que les principes consacrés par le droit international. Et nous allons en Mauritanie cette fois où le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud a eu une réunion sur l'éducation et l'employabilité placée cette année sous les thèmes éduquer et qualifier l'Afrique pour le 21e siècle. De quoi était-il question? La réponse dans ce commentaire. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a participé à la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité qui s'est déroulée du 9 au 11 décembre 2024 à Nouakchott, en Mauritanie. Cette conférence continentale à laquelle ont également pris part des hauts responsables du ministère, le directeur général de la planification des données, le directeur général du développement d'ETIS, la directrice générale du CRIPEN, s'inscrit dans le cadre des échanges sur les réformes nécessaires au système éducatif africain pour préparer la jeunesse aux exigences du XXIe siècle. Organisée par l'Union africaine et l'UNICEF, en étroite collaboration avec le gouvernement mauritanien, cette conférence placée sous le thème « Éduquer et qualifier l'Afrique pour le XXIe siècle » a réuni des chefs d'État, une trentaine de ministres en charge de l'éducation, des experts internationaux, ainsi que des représentations d'organisations internationales. La première journée de la conférence a été consacrée aux travaux de la préparation réunissant les ministres en charge de l'éducation, les experts et acteurs clés de l'éducation. Les participants ont évalué les progrès réalisés dans les réformes éducatives en Afrique. Ils ont mis en accent sur la nécessité d'adopter des solutions innovantes et durables pour garantir une éducation équitable et de qualité. Il a été souligné la nécessité d'un investissement additionnel de 40 milliards de dollars pour l'éducation en Afrique, qui représente 90% des besoins mondiaux de financement externe d'ici 2030, afin d'atteindre l'ODD 4 sur l'éducation de qualité. En parallèle aux sessions plénières, des sessions thématiques ont permis aux ministres, d'experts et participants d'échanger sur des sujets tels que le curricula, les enseignants, l'ETIS, la résilience des systèmes éducatifs face aux crises, aux catastrophes naturelles et l'importance de la formation. Lors de son intervention dans le panel sur le financement, le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a partagé les efforts considérables déployés par Djibouti pour renforcer le système éducatif. Il a souligné que le gouvernement a accru le financement national pour l'éducation qui représente 4% du PIB et 20% du budget national. Parmi les initiatives phares, on note la révision du curricula, des manuels, le développement du périscolaire, l'amélioration des infrastructures, notamment en zone rurale, le développement des innovations, le recrutement et la formation des enseignants. La conférence a également été enrichie par des stands d'exposition mettant en avant des innovations éducatives, la projection des vidéos émouvantes, capturant les aspirations des enfants, des jeunes et des enseignants de tout le continent. Cet événement symbolise un pas vers une Afrique prospère et résiliente où l'éducation est essentielle pour le développement durable et l'émancipation de la jeunesse. Également dans l'actualité, l'IGAD adopte la stratégie régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle allant de la période 2025 à 2034. Une étape importante pour la résilience régionale, cette stratégie qui s'aligne sur les cadres internationaux et régionaux reflète l'engagement de l'IGAD à relever les différents défis liés au changement climatique, au choc économique et à la catastrophe naturelle qui menace la sécurité alimentaire dans la région. Le programme de résilience des systèmes alimentaires de l'IGAD, avec le soutien financier de la Banque mondiale, joue un rôle clé dans la mise en œuvre de cette vision grâce à des interventions coordonnées et au partage des connaissances entre les États membres. L'événement de 2 jours a commencé par des délibérations techniques menées par des experts en alimentation et nutrition des États membres, préparant ainsi le terrain pour le segment ministériel. Les représentants ont présenté le projet final de la stratégie suivie de discussions et d'adoption d'un communiqué pour le 2e jour. Monsieur Mohamed Abdi, secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD, au nom du secrétaire exécutif, a inauguré l'événement aux côtés du ministre de l'Agriculture, Monsieur Mohamed Ahmed Awale. La stratégie régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle vise à renforcer le mécanisme de réponse aux situations d'urgence et de relèvement
visant à améliorer également les capacités de préparation aux catastrophes, de commerce agricole et à promouvoir des approches intégrant le genre en respectant donc et en responsabilisant les populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes, s'appuyant sur le succès de la stratégie 2022. Ce cadre révisé intègre les enseignements tirés par le retour d'expérience des parties prenantes. Un processus d'examen approfondi comprend des consultations et des validations à Addis Abeba en Éthiopie en octobre 2024 a permis de garantir la validation de la stratégie. Et en prenant la parole, le ministre de l'Agriculture a indiqué que cette région a le potentiel de nourrir non seulement la région de l'IGAD, mais aussi l'Afrique dans son ensemble. La région de l'IGAD fait face à des défis sans précédent, aggravés par les impacts du changement climatique, les sécheresses récurrentes, les inondations et les conflits. Ces phénomènes compromettent non seulement la production agricole, mais aussi la disponibilité et l'accès à une alimentation diversifiée et nutritive. Ces enjeux transcendent nos frontières nationales, exigeant une réponse collective et coordonnée. La stratégie que nous sommes en train de valider n'est pas simplement un document, mais une feuille de route ambitieuse issue de consultations approfondies et avec tous les États membres, les experts techniques et les parties prenantes. En fait, elle s'articule autour de 3 points. Elle vise à accroître la disponibilité alimentaire en soutenant des systèmes agricoles durables et adaptifs. Elle vise également à promouvoir des régimes sûrs et nutritifs pour lutter, bien entendu, contre la malnutrition sous toutes ses formes. Elle vise également à renforcer la résilience des systèmes alimentaires face aux crises climatiques et socio-économiques. À Djibouti, malgré notre écosystème aride et des ressources naturelles limitées, nous avons lancé des initiatives nationales ambitieuses pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces efforts incluent le soutien à des pratiques agricoles modernes, technologiques, numériques et durables, l'amélioration de la gestion de l'eau et l'intégration de la nutrition dans toutes nos politiques de développement. Cependant, il est clair que la coopération régionale demeure essentielle pour surmonter nos défis communs. À Dikil, cette fois où s'est tenue une cérémonie de lancement du projet cours de soutien avancé pour l'apprentissage et la promotion de la langue anglaise à Dikilville. Eh bien, cette cérémonie s'est tenue hier en présence de l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, accompagnée de responsables des affaires publiques, M. David Kisling, et donc sont arrivés pour prendre part à la cérémonie de lancement du projet cours de soutien avancé pour l'apprentissage et la promotion de la langue anglaise à Dikil. À son arrivée, eh bien, cette délégation a été chaleureusement accueillie par le préfet de la région, ainsi que donc les membres de la préfecture, du président du conseil régional, au cours de laquelle des discussions ont été menées par l'importance du projet pour la jeunesse de Dikil et sur la coopération continue entre les États-Unis et la région. Cette réunion a permis de mettre en lumière les perspectives de développement à travers l'éducation et les opportunités offertes par ce programme. Après cette rencontre, la cérémonie officielle a eu lieu au Centre américain d'éducation en langue anglaise, où les invités ont assisté au lancement du projet financé par l'ambassade des États-Unis à Djibouti dans le cadre du programme NUFO mis en œuvre par l'association Okar Aid. Et on écoute pour plus de précisions sur cette journée le président du conseil régional. C'est un honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui pour le lancement du programme d'apprentissage de la langue anglaise dans la région de Dikil et spécifiquement dans les centres Dikil English Training Center
gérée par l'association Okar Aid. Et nous remercions infiniment les gouvernements américains à travers son ambassade à avoir soutenu et appuyé ces projets qui est une opportunité pour la jeunesse de la région de l'unité. Comme vous le savez tous, l'anglais est aujourd'hui une langue incontournable dans un monde globalisé, interconnecté. Et comme Djibouti est un hub portière, la langue anglaise s'impose de ce métier portière qui est le poumon de notre économie. Je remercie également l'association Okar Aid d'avoir initié ces projets et mis en œuvre. J'encourage également les élèves, les parents, les enseignants à persévérer dans cette voie pour mieux mener à ces projets et pour réussir. L'ambassadrice des États-Unis à Djibouti a également souligné l'importance de l'éducation pour l'avenir de la jeunesse de Dikil et a salué cette collaboration. C'est un honneur de me joindre à vous aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture du programme avancé d'apprentissage et de promotion de la langue anglaise à Dakhilville. Je suis inspirée à voir tant d'élèves, d'enseignants et de membres de la communauté ici présents, tous investis dans l'avenir de cette région et de sa jeunesse. Ce programme, soutenu par une subvention de $24 000 de l'ambassade des États-Unis, est mis en œuvre par l'association Okar Aid, s'appuie sur le succès de notre partenariat l'an dernier à Dakhil. Il s'agit de bien plus que l'apprentissage de l'anglais. Il s'agit d'autonomisation et il vise à fournir aux jeunes, en particulier les jeunes femmes, les outils nécessaires pour accéder à de meilleures opportunités éducatives, professionnelles et au-delà. L'anglais est la langue de la communication mondiale et une clé qui ouvre des portes vers le savoir, les opportunités économiques et des connexions significatives à travers le monde. En regardant autour de moi, je vois des élèves à différents stades de leur apprentissage de l'anglais. Chacun et chacune faisant un pas courageux vers un avenir meilleur. Que vous débutiez ou vous consolidiez vos acquis, votre engagement envers votre progression est ce qui compte le plus. Ce programme, qui s'appuie sur le succès de la cohorte de l'année dernière, vous apporte non seulement des compétences linguistiques, mais aussi de la confiance, de la résilience et une capacité à interagir avec le monde d'une nouvelle manière. La division de la douane de Tadjoura a présidée par M. Ismail Ali, dans sa mission de lutte contre la contrebande, a effectué une saisie record de 7500 kg de cas de contrebande au poste frontière de Balho. Cette opération fait suite aux efforts conjoints de la direction des douanes, de la police nationale, de l'armée de la région de Tadjoura. Le directeur des douanes a félicité tous les collaborateurs pour le succès et la réussite de cette saisie. Dans ce qui fait la une de l'actualité internationale, l'Assemblée générale a adopté une résolution non contraignante réclamant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et permettant ainsi que la libération sans condition de tous les otages. La suite avec Samater Saïd. Une bouteille à la mer. L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé hier une très large majorité. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. Cet appel symbolique a été rejeté par Israël et les États-Unis. La résolution adoptée pour les applaudissements par 158 voix
pour 9 contre et 13 abstentions, exigeant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Cette formulation est similaire au texte bloqué le 20 novembre dernier au Conseil de sécurité par un veto américain. Les États-Unis insistent, comme Israël, pour conditionner la trêve et la libération des otages, avait été cette fois empêché Conseil d'exiger un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Cette position a été répétée. La résolution qui sera honteuse adoptée risque d'envoyer la résistance du Hamas le message dangereux qu'il n'y a pas besoin de négocier pour libérer les otages, a déclaré avant le vote l'ambassadeur américain adjoint Robert Woods. Habitué à prendre le relais du Conseil, largement paralysé sur des dossiers brûlants comme Gaza, l'Assemblée générale a sans surprise adopté cette résolution non contraignante. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.